Bonjour et bienvenue, je suis Anne-Marie Cunier et je suis ravie de vous recevoir dans le podcast Learn and Enjoy. Dans chaque épisode, je vous propose d'analyser les usages et technologies du digital learning qui permettent de créer une expérience apprenant engageante et efficace. Avec des experts et professionnels du monde de la formation et de l'éducation, nous décoderons ensemble les bonnes pratiques qui marchent et les outils et méthodes qui permettent de transformer l'expérience d'apprentissage pour créer un effet waouh auprès des apprenants. Laissez-vous inspirer. Bonjour à tous. Laurent Ono a créé Succubus Interactive à 24 ans, alors qu'il était encore étudiant en maîtrise d'informatique. Pionnière du Serious Game, Succubus Interactive aide les organisations à former, sensibiliser et promouvoir en concevant des jeux sérieux sur mesure innovants et engageants. Avec ses équipes, Laurent a conçu et développé plus de 190 jeux sérieux. Il intervient également régulièrement sur les thématiques de l'expérience utilisateur, de l'engagement et du Serious Game. Dans cet épisode, Laurent va nous expliquer comment favoriser l'engagement des apprenants grâce au Serious Game en s'appuyant sur des exemples concrets pour illustrer. Bonne écoute à tous! Bonjour Laurent et bienvenue! Bonjour Anne-Marie, merci de me recevoir. Eh bien, je suis ravie de te recevoir pour ce nouvel épisode. Donc, ensemble, nous allons voir pourquoi les Serious Games sont un levier d'engagement des apprenants, c'est cela ? C'est bien cela. Et donc, pour commencer, est-ce que tu peux nous dire qui tu es, te présenter et nous raconter ton parcours rapidement ? Avec grand plaisir. Je suis Laurent, j'ai fondé l'entreprise Succubus Interactive en 2002. J'étais encore étudiant en master à ce moment-là. Et j'ai fondé l'entreprise avec un objectif de développer des jeux vidéo traditionnels, mais rapidement le mot Serious Game est apparu et on s'est respécialisé là-dedans. Ça fait donc 15 ans que l'entreprise est ce qu'on appelle un pure player du Serious Game. On ne fait vraiment plus que ça. On a presque 180-190 projets. On en fait de plus en plus. Ça fait un assez gros track record. Et moi, mon rôle dans cette entreprise, c'est d'initier les projets à valeur ajoutée, typiquement innovants, des choses qu'on n'a pas déjà fait ou des choses qu'on a déjà fait mais qu'on va chercher à améliorer. Donc j'ai un rôle principalement technique en début de projet, et puis évidemment en fin de projet pour voir si ça s'est bien passé et s'assurer que les clients sont satisfaits. Oui, puis je crois que comme moi, tu as repris des études tardivement, c'est cela ? Exactement, je suis doctorant depuis un an à l'Université de Genève en sciences de l'éducation. Je poursuis donc une thèse dont le sujet est le récit interactif et quelque chose qui est très très utile dans les productions de Serious Game puisque ça parle beaucoup de non-linéarité. Oh ça doit être passionnant. Donc, ce que je te propose, c'est de rentrer dans le cœur du sujet. Donc, et pour commencer, est-ce que tu peux nous dire, pour toi, ce qu'est un Serious Game ? Et oui, tout à fait, et je vais même commencer par te retourner la question, ainsi qu'à nos auditeurs. Qu'est-ce que c'est qu'un Serious Game ? En fait, je pense que si chacun se pose cette question à soi-même, on va rapidement se rendre compte que si on donne la réponse à voix haute, qu'en fait on a tous une réponse un peu différente, ce qui montre que en fait c'est un format, le Serious Game, c'est un média qui est encore relativement immature. En tout cas, quand on compare aux dispositifs traditionnels dans la formation, tel que l'e-learning, et qui est devenu parfaitement mature, tout le monde a la même vision. Donc voilà. On va quand même tous s'entendre pour dire que un Serious Game, l'objectif, c'est de rendre la formation attrayante, engageante, de donner envie d'aller au bout. Et si on va un petit peu au-delà du simple monde de la formation, c'est un média qui est utilisé sur quatre grands objectifs, la sensibilisation, la formation. On parle également de valorisation ou de promotion. Ça peut être sur une entreprise, une marque, ça peut être sur un processus, et d'évaluation. L'évaluation, c'est pour une fois, au lieu que ce soit un message qui descende du Serious Game vers le joueur, c'est dans l'autre sens. On remonte le message du joueur vers le Serious Game pour savoir ce qu'il sait ou ce qu'il ne sait pas. Puis des fois en faire des moyennes, ce genre de choses-là. Donc ça, c'est les 4 grands objectifs, sachant que typiquement quand on fait un Serious Game, on se nourrit un petit peu des 4, même si on est très très formation, on n'est jamais 100% formation, 0% les autres, c'est toujours réparti sur ces 4 pieds-là avec plus ou moins de pourcentage dans chaque.
Merci Laurent. Et donc je vais te demander une seconde définition puisque l'on va parler d'engagement. Quelle est donc ta définition de l'engagement? Ça, c'est un grand sujet aussi qui est analysé depuis assez longtemps, hein, mais voilà, on s'entend un peu tous, les spécialistes, les chercheurs, à très 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 rapidement parler de la théorie du flow en psychologie positive. Hein. La théorie du flow, c'est comment est-ce que on réussit à arriver dans un état de concentration maximale qui fait que on se rend même plus tellement compte de ce qui se passe autour de nous. Donc là, c'est quand on est tellement engagé que vraiment on est complètement absorbé par ça. En fait, nous, dans le serious game, on aime bien quand même emmener progressivement le joueur vers cet état de flow. On ne peut pas passer de 0 à 100% comme ça, il y a une forme d'accélération. Et on a un petit peu défini une échelle de l'engagement. Hein. C'est-à-dire qu'on va commencer par faire les premiers pas pour entraîner le joueur. On va l'intéresser en fait. Hein. Ça c'est vraiment la première étape. Typiquement, voilà, les solutions pour intéresser. Il y en a plusieurs. Éventuellement, on verra ça après. Après, on va aller jusqu'à captiver. On va aller jusqu'à intéressé, il est venu, il a découvert le sujet, et puis captivé, il va rester plusieurs minutes, il va prendre du plaisir, il va être content d'être là, mais ça suffit pas encore, il va falloir carrément aller jusqu'à impliquer. Donc impliquer, c'est rendre acteur de l'expérience, et à partir du moment où on a réussi à impliquer, là oui, on a vraiment atteint le flow, et donc cet engagement, voilà, va grossir comme ça, de marche en marche pour atteindre ce flow. Voilà l'engagement. Eh bien, merci. D'ailleurs, lors de mon mémoire de master, j'avais également travaillé sur le flow et la réalité virtuelle. Donc, on se rejoint là-dessus. Et donc, dans les serious games que tu produis, donc, quels sont les ingrédients qui vont favoriser cet engagement? Quelle est ta recette? Ouais, on reprend un petit peu en fait cette échelle parce que dans l'échelle il y a différents ingrédients pour les différentes étapes de l'engagement. Donc l'échelle c'était intéressé, première marche, deuxième marche captivé, troisième marche impliqué. En fait, ce qu'on fait pour la partie intéressée, les bons ingrédients, hein, typiquement ça va être une approche graphique, narrative, de storytelling qui va commencer à raconter une histoire. C'est un petit peu le hook, c'est l'accroche, on va commencer à raconter quelque chose. Les gens vont vouloir en savoir un petit peu plus, donc ils vont être intéressés, ils vont rentrer dedans. Ensuite, on passe à l'étape d'après qui va être de captiver. Je le disais déjà un petit peu juste avant, captiver, en fait, il y a une seule chose à faire, c'est de donner du plaisir. Alors, on est dans les théories, donc la théorie du flow, la théorie de l'engagement. Là, on arrive sur la théorie du fun. Qu'est-ce que c'est que le fun, en fait, pour captiver les joueurs? C'est pareil, ça a été pas mal étudié, mais moi, j'aime bien le résumer en 3 petits ingrédients. C'est réussir à faire que la personne puisse s'immerger dans l'histoire, hein, donc s'identifier un petit peu à un ou différents acteurs, en tout cas comprendre ce qui est en train de se passer, offrir du challenge avec une gratification si jamais on réussit à passer ce challenge. Alors, il y a plein de façons de faire ça, on va pas forcément rentrer dans le détail de chacun, mais c'est quand même vraiment l'élément majeur. Et puis il y a une part d'expressivité, donc ma façon de jouer, ma façon, ça peut être tout simplement d'habiller mon avatar ou de construire ma maison, ce genre de choses-là. C'est pas forcément des mécaniques qu'on retrouve souvent dans le serious game, mais c'est les plus parlantes. En tout cas, avoir vraiment sa possibilité de s'exprimer par soi-même et possiblement d'en parler aux autres, ou en tout cas de montrer de quelle façon est-ce qu'on a joué. Ça, c'est les 3 ingrédients pour captiver. Et en fait, ce qui est compliqué, c'est que quand on doit captiver le joueur, on ne doit pas arrêter de l'intéresser. On doit continuer de l'intéresser et en plus on doit le captiver. Alors si on arrive à l'étape d'après, qui est un peu le black magic du serious game, l'implication, il faut impliquer tout en continuant de captiver et intéresser. Pour impliquer, là c'est vraiment le point le plus crucial. On va donner de la liberté. Ça peut être de la liberté décisionnelle. Je te donne 3 choix, choix A, choix B, choix C. Qu'est-ce que tu veux faire? On choisit parmi les choix. Voilà. Alors ça peut être idéalement plutôt des dizaines de choix, voilà, pour être vraiment sur un mode simulatoire. Et puis on va avoir la liberté exploratoire. J'ai un décor, j'ai un univers, j'ai un monde. Je me promène dedans. Je vais choisir à quel personnage je vais parler, ce que je vais faire, etc. Alors, il y a des versions très simples de toutes ces choses-là, et puis des versions beaucoup plus compliquées, comme on peut voir dans les jeux vidéo traditionnels. On essaie typiquement de rester au plus simple possible pour que ce soit plus rapide à produire pour le donneur d'ordre, bien évidemment.
Oui, et c'est un vrai savoir-faire, hein, d'après ce que tu nous dis, avec tous ces ingrédients qui sont nécessaires. Et est-ce que tu peux nous donner des exemples pour illustrer? Eh bien, j'en ai déjà donné pas mal. Si on rentre un tout petit peu plus dans le détail, la notion d'intéressé, bah, on va raconter une histoire. Donc on va parler d'un univers, on va parler de personnages qui sont à l'intérieur de cet univers. Qui sont-ils? Voilà, donc on va vraiment camper le décor et on va avoir une accroche. On va voir, ah, il y a un objectif à faire ou il y a quelque chose qui est pas normal, etc. Donc ça, c'est vraiment comme ça qu'on commence. Ah, ce que j'essaie de souvent dire, c'est qu'il faut quand même faire attention à ça. Si on s'adresse à un public d'enfants, on va pas mettre de l'inspecteur d'Eric. Ça va pas les intéresser. Puis inversement, si on s'adresse à un public plus senior, on va pas mettre des Teletubbies, quoi. Donc vraiment réussir à adapter correctement ça à la cible, c'est très important. Après, pour captiver, impliquer, voilà, on va dire que captiver, le challenge, la gratification, typiquement, ça va être de débloquer un petit peu plus de contenu, d'offrir de nouvelles options. Ça c'est les gratifications qu'on peut avoir quand on a des challenges. Ça peut aussi être des choses beaucoup plus simples, comme une notion de score, une notion de timer, montrer par rapport aux autres qu'on se trouve dans les 5% les plus performants des joueurs, ce genre de choses-là. Mais il faut toujours qu'il y ait une juste difficulté. Il ne faut pas que ce soit trop difficile, il ne faut pas que ce soit trop facile non plus. Ça, c'est le plus important. Et puis ensuite, faire qu'il y ait toute une série de challenges, typiquement avec une difficulté progressive, qui permettent à chaque fois de montrer qu'on s'en sort de mieux en mieux. Et pour l'implication, ça c'est vraiment le plus difficile, le plus compliqué. Mais il faut s'assurer que ce soit pas linéaire, hein. Si vous faites un PowerPoint, c'est slide après slide, tu dois cliquer sur next, 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 tu t'ennuies, même si tu as été intéressé, même si on a réussi à te captiver avec ça, tu vas pas être impliqué parce que finalement, ce que tu fais n'a pas d'impact sur la suite de ce qui va se passer. Donc, ce qu'on veut vraiment, c'est offrir des choix, quels qu'ils soient, hein. Ça peut être du choix multiple, ça peut être de la mise en situation, ça peut être de l'exploration, et faire que ces choix aient des conséquences qui sont différentes sur la suite du jeu. Ça permet de faire que si je rejoue, j'ai pas la même expérience, ou si toi tu joues, moi je joue, on fait des choix différents. C'est pareil, nos expériences sont pas les mêmes, et on peut les partager. Oui, c'est des scénarios en branchement que tu proposes. Exactement. Des scénarios en branchement. Il peut y avoir pas beaucoup d'embranchements, il peut y en avoir beaucoup. Ça peut se rejoindre tout de suite après un premier embranchement pour suivre un tronc commun. C'est assez souvent ce qu'on fait pour éviter les niveaux de complexité trop forts. Le plus important, c'est vraiment de donner l'illusion au joueur qu'il a la plus grande liberté possible, même si c'est pas vrai. Le joueur n'a jamais une liberté totale, puisque de toute façon, on est bien obligé de prévoir les différentes branches de scénario. Alors, c'est peut-être des choses qui vont évoluer un petit peu avec les IA génératives, mais on en est quand même encore très loin. D'accord. Et donc, quelles sont les technologies que tu utilises pour la conception de tes serious games? Alors, ça, c'est une très grande particularité qu'on a chez nous, c'est qu'en fait, on n'utilise pas les technologies du jeu vidéo traditionnel. La plupart des studios de serious game utilisent des technologies de jeux vidéo habituels, donc des moteurs 3D type Unity. C'est quelque chose d'assez connu dans le monde particulièrement connu dans le monde du jeu vidéo, qui permet en plus de produire des jeux dans des pages web, mais il ne permet pas de produire des jeux dans des pages web mobiles. Donc, on ne peut pas jouer depuis le navigateur de son smartphone. Il faut installer une application. C'est quelque chose qui est vraiment pas très agréable. Donc nous, en fait, on a développé un moteur graphique web. Alors, c'est pas obligé d'avoir recours à ce genre de technologie, hein. Des logiciels comme Storyline ou même comme PowerPoint fonctionnent très très bien. Après, c'est sûr que quand on veut aller justement sur cette étape d'implication avec de la non-linéarité, on arrive très rapidement à des limitations sur ces dispositifs-là qui publient à merveille dans le web et le web mobile, mais qui gèrent mal la non-linéarité. Puis, de l'autre côté, quand on utilise des moteurs de jeu, on a cette non-linéarité, mais on ne peut pas viser le web mobile. Ça c'est une des premières technos qui est vraiment très importante à prendre en compte. Puis je pense qu'on peut quand même en citer une deuxième aussi. Il y en a beaucoup d'autres, hein, mais une deuxième qui est quand même assez majeure, c'est le principe de back-office. En fait, aujourd'hui, si on fait appel à une agence web qui va nous développer un site internet, ça paraît complètement inenvisageable. Ce serait même saugrenu de se voir livrer un site internet sans qu'il y ait un back-office qui nous permette de modifier les contenus. Mais aujourd'hui, dans le monde du jeu vidéo, ça n'existe pas. Dans le monde du serious game non plus, il n'y a pas de back-office pour les serious games. On a dû développer nous-mêmes notre propre back-office, hein, donc une page web 100% online, on se connecte, puis on voit tous les contenus du jeu, donc on peut les modifier, on peut republier, et le jeu prend en compte ces contenus. On en profite pour avoir quelques analytics qui permettent de comprendre quels contenus ont été consommés, où est-ce qu'on s'est promené dans le jeu, donc des choses un petit peu plus abouties que la simple score étant passé sur le dispositif. Et voilà un petit peu les technologies qui sont nécessaires pour réussir
à faire un serious game d'une façon efficace. On peut s'en passer et ça demande quand même beaucoup plus d'efforts. Donc on va dire c'est la base. Ah oui, et puis le back-office, c'est un vrai plus. Mais du coup, par exemple, si tu changes quelque chose dans le back-office au niveau de l'histoire, ça se change automatiquement ou pas? C'est le principe, ouais. C'est vraiment le principe, ouais. Le back-office va éditer des contenus. Donc, on va avoir les contenus statiques, comme les répliques de dialogue, ce genre de choses-là. Mais on va aussi avoir les contenus dynamiques, ce qui sert pour la partie choix, conséquences, implications. Donc, savoir que quand on remplit d'abord cet objectif, ou plutôt celle-là, on va ensuite enchaîner vers tel ou tel autre objectif. Les choix, les embranchements dans les dialogues sont également représentés dans le back-office. Donc, c'est un back-office, évidemment, avec des options de visualisation un petit peu abouties. On arrive presque à des outils auteurs. On a toutefois quand même essayé de garder une grande compatibilité avec Excel ou avec les logiciels de table, quels qu'ils soient. Il y en a beaucoup maintenant des différents d'Excel. Et donc, on peut effectivement copier-coller les valeurs des cellules, mais on retrouve comme ça le modèle de non-linéarité à travers un fichier Excel directement online, avec des visualisations nodales en plus. Voilà. On a d'autres façons d'améliorer les choses, mais c'est un gros outil et ça a été un très très gros effort de développement de notre côté pour en arriver là. Ah bah j'imagine. Et maintenant, je vais te poser une question que je pense nos auditeurs se posent. C'est quel est le budget qu'il faut prévoir pour créer un serious game? Ça c'est la sempiternelle question. J'aime bien comparer ça un peu avec l'achat d'une voiture ou l'achat d'une maison. Le budget, ça dépend de ce qu'on veut en faire en fait. Il y a pas vraiment un prix pour les serious games. En fait, ça dépend du type. On va avoir plusieurs types de jeux qui vont faire qu'on va avoir différents tarifs. Mais bon, s'il faut donner une réponse, on a tendance à dire qu'un serious game c'est entre 20 000 et 200 000 euros. Alors, des serious games qui dépassent 100 000 euros, il n'y en a pas trop, mais il y en a, ça nous arrive d'en faire assez régulièrement finalement. Et des serious games à moins de 20 000, c'est pareil, c'est possible, mais on va repartir sur de l'existant en recustomisant 2-3 petites choses pour le réadapter sur le besoin. Nous, on a vraiment un gros objectif de capitalisation des projets passés, de façon à ce qu'on puisse baisser le prix pour les projets futurs en repartant sur des technologies, des choses qu'on a faites. En fait, typiquement, vraiment, l'objectif, ça va être d'avoir des types de jeux très très bien définis et donc du coup d'avoir un client qui se retrouve dans ce type de jeu-là et donc du coup on utilise ce type de jeu et puis ça vient avec toute la technologie, tout le moteur de jeu qui est déjà fait, quoi. Donc on gagne énormément de temps. Oui, tu pars d'une base que tu as déjà Exactement. créée quelque part. Tu capitalises sur cette base. C'est ça. C'est tout à fait ça, ouais. Très bien. Et je crois qu'il y a plusieurs types de serious games qui existent. Enfin, c'est ce que tu m'as dit lorsque nous avons préparé l'épisode. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui, ouais. Nous, on aime bien séparer en deux grandes catégories. La grande catégorie des jeux narratifs, qui sont vraiment basés sur une histoire, et la grande catégorie des jeux qui sont plutôt basés sur une partie réflexion. Je dois réfléchir pour décider comment avancer dans la suite. Alors ça veut pas dire qu'on ne met pas de réflexion dans les jeux narratifs, ni qu'on ne met pas de narration dans les jeux basés sur la réflexion, mais c'est vraiment la composante principale. Et donc dans les jeux narratifs, on va retrouver une échelle, on va dire, en termes de complexité, parce qu'on peut aussi parler de coûts sur ces différents types de jeux. En bas de cette échelle, on va retrouver tout ce qui est simulation de dialogue. Aujourd'hui, faire une simulation de dialogue, ça peut être très très facile. On peut être largement en dessous des 20 000 finalement. Si on veut juste avoir deux personnages dans un décor en train de se parler, même avec des choix multiples à l'intérieur et des embranchements, c'est quelque chose aujourd'hui qui est devenu vraiment très 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 facile d'accès. J'aurais pas dit ça il y a quelques années. Aujourd'hui, c'est vraiment devenu facile. Après, si on monte un petit peu, donc là, on est sur la catégorie jeu de rôle. Je joue un rôle et c'est basé sur l'histoire, c'est basé sur le dialogue, mais d'une façon générale, c'est basé sur l'histoire. Si on va un petit peu plus haut, on va avoir les jeux qui sont basés sur la narration aussi et sur le dialogue, les enquêtes, ce genre de choses-là où je joue un personnage qui se promène dans des décors, qui parle avec différents personnages et qui va obtenir des indices, qui du coup, je vais aller confronter un autre personnage avec un autre indice, ou tout simplement, on va dire des simulations de dialogue où on a vraiment toute une succession de phases importantes qui se passent dans le temps, un peu plus travaillées. Là, c'est des choses où on va commencer quand même au-dessus
des 20 000, on peut aller jusqu'à 50 000. Si c'est vraiment très très long, on peut même encore dépasser. Mais déjà ça fait un premier bon budget. Et puis ensuite, en haut de l'échelle de la narration, on va avoir les escape games. Les escape games, c'est génial. C'est ce qu'il y a de plus engageant. Quand on fait un escape game, on se régale. C'est très très fun. Tout est dedans. Il y a l'accroche dès le début. Il y a du challenge. Il y a plein de petites énigmes. Il y a plusieurs façons de faire. Voilà, on termine jamais de la même façon qu'un autre. Et en contrepartie, on passe beaucoup moins de messages pédagogiques que dans une simulation de dialogue. Donc il y a toujours un revers de la médaille. Et en plus, ça coûte un petit peu plus cher. Typiquement, on va commencer à 50 000 euros et puis on peut largement dépasser les 100 000 si on veut quelque chose de très haute qualité. Mais on a fait un bon nombre à 50 000. Et puis de l'autre côté, ça va être un peu plus rapide de l'autre côté, les jeux qui sont basés sur la réflexion, il y a deux grands types. Il y a les jeux, on va dire, type quiz. Alors bon, on essaie de faire quand même mieux qu'un quiz. On va faire un trivial poursuite, on va faire un jeu de plateau, puis on va pas faire que du quiz, on va faire tout un ensemble d'activités pédagogiques gamifiées qui vont possiblement bien au-dessus du simple QCM. Voilà, et puis on va apporter des composantes en plus, comme par exemple la partie multiplayer. Et tout en haut de l'échelle, on va avoir les business games. Là, les business games, c'est très 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 engageant. Voilà. Par contre, les premières marches de l'échelle d'engagement sont plus difficiles à gravir. Par contre, une fois qu'on est arrivé dans la dernière marche, l'implication, alors là, le business game, il n'y a pas mieux. C'est un peu comme l'escape game, en fait, c'est pareil, on va commencer à partir de 50 000 euros, alors qu'une gamification, aujourd'hui, on sait en faire à pas cher du tout. Voilà, les business games, on va typiquement avoir des choses qui vont, là on vient d'en sortir un par exemple pour les étudiants veto. Donc les étudiants veto vont créer leur propre clinique, vont être en compétition contre les autres étudiants de la même promo, et puis du coup c'est plutôt pour apprendre la gestion de la clinique, plutôt que les soins vétérinaires. On va choisir d'ouvrir différentes prestations pour faire venir un certain segment de clientèle. Voilà, on va choisir d'avoir des extra horaires, d'investir un peu plus en équipement, de former ces vétérinaires ou de recruter de nouveau, d'avoir plus de personnel support. C'est vraiment la gestion des ressources, l'investissement dans les ressources. Voilà ce qu'on retrouve un petit peu dans les grandes catégories de serious game. Il y en a une autre que je dois forcément citer, mais qui n'est pas encore vraiment bien pénétrée sur le marché. C'est tout ce qui est basé sur le geste technique et donc typiquement l'utilisation des casques de réalité virtuelle. Quand on va avoir un geste à reproduire, à s'entraîner pour faire ce geste, un casque de réalité virtuelle, c'est top. Et évidemment, il faut être équipé, il faut la bonne application, il faut le bon truc, il faut le compte entreprise. C'est assez complexe et aujourd'hui, finalement, on voit que c'est le frein principal, c'est même pas le développement du module, très sur mesure, mais c'est plutôt l'équipement qui permet d'y accéder. Oui, et toute la maintenance qui est nécessaire aussi au niveau des équipements. Absolument. Eh bien, merci pour cette cartographie des serious games. Et pour toi, donc, quelle est la clé de succès d'un serious game ? On va encore arriver un petit peu dans la théorie et ça reboucle pas mal avec la première question. Qu'est-ce que c'est que pour vous un serious game ? En fait, la clé du succès d'un serious game, c'est est-ce que le message a été transmis ? C'est aussi simple que ça. C'est l'efficience de cette transmission du message. À quel point est-ce que à la fin de l'expérience, j'ai reçu le message, ou si jamais c'est un serious game qui au contraire va dans l'autre sens, qui évalue ses utilisateurs. Eh bien, à quel point est-ce qu'on a reçu un message authentique, précis de la part des joueurs, quoi. Donc, pour réussir à faire ça, voilà, on continue un petit peu le déroulé de notre conversation, mais il faut de l'engagement. Un serious game efficace, c'est un serious game qui engage beaucoup ses utilisateurs, donc qui les intéresse, qui les captive, qui les implique, qui les met dans un état de flow. Donc, au sens large, pour faire simple, on peut parler de qualité, d'expérience utilisateur, de qualité de l'UX. Donc, c'est quelque chose qui est compliqué à atteindre parce qu'un serious game, c'est pas encore mature. Donc, cette définition de qu'est-ce que c'est qu'une bonne qualité, on a finalement pas beaucoup de projets pour regarder ça, même si nous on se targue d'en avoir 180, 190, un petit peu de mal à compter pour être honnête, mais la qualité ne cesse de monter dans tout ce qu'on fait. Donc à partir de quand est-ce qu'on a commencé à faire vraiment des bons jeux ? Si ça se trouve aujourd'hui on fait pas encore des bons jeux, si ça se trouve c'est dans 2-3 ans qu'on pourra dire ah oui là ça y est on fait vraiment des bons jeux. Et donc derrière tout ça, il y a un message qui est assez complexe, qui consiste à dire, si même le studio de développement a du mal à se dire où est-ce qu'on met la barre pour dire si c'est la bonne qualité, c'est pas la bonne qualité,
Bon, il y a quelques indices, hein, évidemment. Hein. Si vous vous retrouvez avec un serious game qui est basé sur des images statiques, hein, même très jolies, hein, et puis avec des QCM qui permettent d'avancer, ouais, vous n'êtes pas sur quelque chose où l'expérience utilisateur et l'engagement va vraiment être correctement déployé, quoi. Donc, on va quand même se retrouver dans des univers graphiques animés, typiquement avec de la non-linéarité. C'est quand même vraiment quelque chose de très important, et donc beaucoup de mécaniques de jeu. On parle vraiment de jeu, pas juste une image et puis un QCM, quoi. Donc des mécaniques ludiques qui vont faire que on est engagé, on va au bout de l'expérience, sans oublier qu'à la fin de l'expérience, le message doit avoir été transmis. Donc c'est la bonne façon d'entremêler message sérieux et mise en scène ludique. Voilà, la clé. Oui, mais comme je dis très souvent, le fond est aussi important que la forme. Et ce qui est important, c'est de proposer vraiment une expérience à l'apprenant à 360 degrés, de n'oublier aucune composante. Tout à fait. Tout à fait. Eh bien, merci Laurent. Donc, on va arriver à la fin de notre épisode et qui était vraiment passionnant. Et pour conclure, je vais avoir une dernière question, si tu veux bien. Donc, comment vois-tu l'avenir des serious games ? Cette réponse, elle change chaque année. Donc cette année, j'ai une grande réponse à apporter qui me paraît vraiment majeure, parce que c'est toujours pas quelque chose qu'on a réussi à atteindre dans l'industrie du serious game. Voilà, on touche vraiment du bout du doigt. En fait, ouais, je disais juste avant qu'un serious game pas efficace, c'est un truc basé sur des images statiques et du QCM. Alors que pourtant, le Trivial Pursuit, c'est un carton, quoi. Ça marche bien, ça engage, voilà. Pourtant, c'est vraiment rien d'autre que des questions. Alors, c'est pas des questions à choix multiples, c'est des questions avec, même si de temps en temps il y a du choix multiple, mais c'est des questions avec réponse libre. En fait, je vais même aller prendre un autre exemple. Allez, question pour un champion. Question pour un champion, mais c'est du QCM aussi. C'est du QCM. Alors, comment est-ce que ça se fait que c'est aussi engageant ? Parce qu'on est quand même vraiment sur deux mécaniques ultra engageantes. Bon, il y a le plateau de jeu, il y a le fait qu'il y ait des petites règles, il y a le fait qu'il y ait un présentateur, Julien Lepers Forever, on l'oubliera pas. Mais c'est pas ça en fait le gros la grosse composante. C'est le côté multiplayer. Donc voilà, comment est-ce que je vois l'avenir des serious games ? Je vois des serious games multijoueur, parce qu'en fait, si on ajoute cette composante multijoueur, quelque chose de pas engageant le devient presque naturellement. Donc si en plus on rajoute du multijoueur sur quelque chose qui est bien engageant, c'est super, on va vraiment aller vers quelque chose de extrêmement efficace. Bon, c'est ce sur quoi on bosse en ce moment, c'est d'ailleurs un petit peu mon sujet de thèse aussi, et la grande question, c'est vraiment comment est-ce qu'on va réussir à proposer des expériences courtes avec des règles simples, multijoueurs, mais tout aussi bien solo, et qui peuvent prendre des contenus pédagogiques que nous ne connaissons pas encore puisqu'on les a jamais fait, quoi. Donc on développe des plateaux de jeu, voilà, multijoueurs, déjà bien faits, déjà sympas, déjà engageants, avec de la narration, avec de la réflexion, avec des petites règles collaboratives dans lesquelles en fait chaque concepteur formateur peut venir apporter ses propres contenus et ainsi générer une expérience complètement nouvelle, extrêmement gamifiée, sans qu'il n'ait eu à aucun moment besoin de gamifier l'expérience. Ça a déjà été fait pour lui. En gros, tu prends un Trivial Pursuit, tu jettes les questions, tu mets les tiennes dedans. Sauf qu'évidemment, c'est digital et qu'on fait beaucoup mieux que Trivial Pursuit. Oui, c'est un template quelque part. Exactement, ouais. Et ça va faciliter grandement la vie de nos ingénieurs pédagogiques. C'est ce qu'on espère. Eh bien, écoute, moi, je serais ravie de t'inviter à nouveau lorsque tu auras soutenu ta thèse, si tu veux venir nous en parler, si ça te dit. Avec grand plaisir. Et je te remercie déjà pour cet épisode. Donc, comme d'habitude, dans les notes de l'épisode, j'indiquerai ton contact LinkedIn si nos auditeurs souhaitent se connecter avec toi. J'indiquerai également le lien donc où tu proposes une sélection de serious games pour voir à quoi quasiment tous nos serious games sont accessibles gratuitement. Donc effectivement, il suffit d'aller sur notre site et puis vous pouvez essayer nos serious games. Plus de 95% sont accessibles gratuitement. Ouais. Voilà, j'indiquerai le lien. Et puis j'indiquerai également le lien de ton livre blanc intitulé Cartographie des serious games que j'ai parcouru et que j'ai trouvé vraiment super intéressant, d'autant plus qu'il y a une formule que tu as créée pour calculer le coût d'un serious game. Calculez vous-même le coût de votre propre serious game, pour savoir où est-ce qu'on se trouve. Ouais. Tout à fait. Ouais, mais ça donne des pistes de réflexion.
Eh bien, merci encore Laurent. À très bientôt. À très bientôt Anne-Marie, au revoir. Merci. J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous aimez le podcast Learn and Enjoy et si vous avez envie de me soutenir, de m'aider à faire connaître ce podcast, la meilleure façon, c'est de me laisser une note 5 étoiles sur Apple Podcast ou un petit commentaire. Pensez aussi à vous abonner pour être informé de la sortie des prochains épisodes. Et pour rester en contact ou me proposer un thème que vous souhaitez que j'aborde, vous pouvez me rejoindre sur LinkedIn. Vous me trouverez sous mon nom, Anne-Marie Cuinier. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.